Je m'appelle Rebecca. Je pèse 3,5 kg et mesure 54 cm. Je viens de naître. De l'autre côté des écrans, mon double numérique prend vie. Dans le monde des octets, Rebecca s'écrit 01 01 0010 011. J'ai désormais 2 identités. L'une est réelle, l'autre est virtuelle. Internet, pour mon père, c'est devenu tout à fait naturel. Il prend une photo, il envoie un mail, il clique et ça part. Ça semble magique. Mais comment voyage l'information? Pour exister, mon moi virtuel n'a-t-il pas besoin d'infrastructures et d'énergie? Et si tout cela avait un impact sur notre planète? Il était une fois le mail. Mon père en écrit jusqu'à 50 par jour. Mais en fait, il ne sait presque rien du pays numérique et du long voyage que parcourt son texte entre 2 clics. La vérité d'Internet est ailleurs. On la trouve cachée sous nos trottoirs, immergée sous la Seine, enfouie sous la mer. Les routes de l'information sentent l'humidité et la poussière. Internet qui apparaît un peu comme un concept très virtuel. On parle de cyberspace, c'est quelque chose qui paraît très nébuleux, très flou. Eh bien, c'est avant tout une infrastructure de réseau, une infrastructure lourde. C'est des millions de kilomètres de cuivre, des millions de kilomètres de fibre optique. D'un ordinateur à un autre, les données numériques parcourent en moyenne 15 000 km à la vitesse de la lumière. En quelques millisecondes, elles traversent un dédale insoupçonné d'infrastructures informatiques à travers la planète. Mon mail part de l'ordinateur, arrive à la box. De là, il descend de mon immeuble et rejoint les autres mails du quartier sur le trottoir. Avant de se rendre au centre de raccordement, le premier aiguillage du réseau. Ce bâtiment représente la porte d'entrée d'Internet. Ici, mon mail passe de mon câble individuel aux câbles nationaux et internationaux. Il quitte, en quelque sorte, la petite route de campagne pour prendre l'autoroute. À partir de maintenant, le voyage prend des allures de tour du monde. Les données peuvent emprunter des milliers de routes différentes, passer par le Japon ou l'Angleterre. Elles sont orientées tout au long de leur parcours par des routeurs, les aiguilleurs du réseau. Première halte, aux États-Unis, chez l'hébergeur de ma messagerie, Gmail en l'occurrence. Cela pourrait être Hotmail ou Yahoo. Dans cette usine appelée Data Center, mon mail est traité, stocké et enfin réorienté, car toujours à la vitesse de la lumière, il refait tout le voyage en sens inverse jusqu'à la boîte mail du destinataire.
Envoyer un mail n'est pas aussi magique qu'il y paraît. Derrière les apparences se cache une facture importante, celle de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner Internet. Et cela n'a pas échappé à l'ADEME. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a calculé le coût électrique de nos actions digitales. Le résultat sur un mail donc avec une pièce jointe, c'est à peu près, pour donner un équivalent, une ampoule basse consommation de forte puissance, hein, qui fonctionnerait pendant 1 heure. Donc c'est pas énorme, mais quand même, si on multiplie ça par le nombre d'utilisateurs, le nombre de mails, etc., ça fait quand même, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Bon, envoyer un mail avec une pièce jointe nécessite 24 Wh. Une ampoule allumée pendant 1 heure. Sans pièce jointe, c'est en moyenne 5 Wh. Soit. Mais voilà, chaque heure, 10 milliards d'emails sont envoyés. Vous avez du mal à vous représenter ce chiffre ? Cherchons des équivalences. 10 milliards de mails, c'est en moyenne 50 gigawattheures. L'équivalent de la production électrique de 15 centrales nucléaires pendant 1 heure. Ou si vous préférez, 4000 tonnes équivalent pétrole. 4000 allers-retours Paris-New York en avion. Tout ça pour 1 heure d'échange de mails sur le réseau. Et c'est sans compter tout ce qu'on peut faire d'autre sur le net. Pour fonctionner, Google à lui seul exige en continu autant d'électricité que la ville de Bordeaux. What is the population of Paris, France? Paris population is 2,234,105. This happened in a fraction Ça a of pris a une second, fraction de seconde and it et ça happens arrive des milliards de billions fois of par times jour. every day. So, Il y a beaucoup de there's a lot travail of dans les work data going centers on pour que cette inside information the data parvienne centers jusqu'à to vous. make that happen for you. Disséminés un peu partout dans le monde, les data centers sont devenus les temples stratégiques de notre économie digitale. Bâtiments hypersensibles, puisque c'est là que sont traitées toutes nos données numériques. De l'extérieur, rien ne les distingue d'un hangar quelconque, sauf peut-être les caméras de surveillance qui éloignent les curieux. Sous leurs apparences d'entrepôts autistes, les data centers avalent des quantités phénoménales d'électricité. Ces usines d'Internet fonctionnent jour et nuit, sans interruption. Identification réussie. À l'intérieur, des dizaines de milliers d'ordinateurs traitent les transactions financières, calculent nos impôts, trient nos photos. Ici se concentrent les plus gros besoins énergétiques d'Internet. Un data center, c'est le centre qui produit des datas. Donc en fait, c'est une usine numérique et une usine qui prend de l'information, qui la transforme et qui rend de l'information. C'est la capacité, dans un même endroit, dans un building, d'héberger des centaines et des milliers d'ordinateurs, de faire en sorte que ces ordinateurs soient interconnectés dans le monde entier. Les serveurs n'ont pas le look de votre ordinateur chez vous. On les appelle des pizza box. Ils sont très plats et profonds comme ça, et on les installe de cette manière-là. Vous pouvez en mettre environ une quarantaine. Dans cette salle, il y a plusieurs centaines de baies, et on a 4 salles comme ça, il y a plusieurs milliers de baies en tout dans le data center. Vous l'avez déjà constaté, quand vous travaillez avec votre ordinateur sur les genoux, il chauffe. Imaginez maintenant la chaleur dégagée par ces dizaines de milliers de machines côte à côte. En quelques minutes, la température peut monter ici sans climatisation de 22 à 28 ou 30. Et ça, les serveurs n'aiment pas du tout. Pour éviter que les ordinateurs ne surchauffent, les climatiseurs tournent 24 heures sur 24. Ces énormes systèmes de refroidissement représentent 40% de la facture électrique d'un data center. Pour vous donner une idée, une climatisation comme ça suffirait largement à refroidir un hôtel de 50 chambres.
Et nous, il nous en faut des dizaines. Un data center, c'est donc des ordinateurs connectés au réseau. Il y a d'un côté le flux des données numériques, de l'autre, le flux du courant électrique. Le travail des ordinateurs, car ils travaillent, dégage de la chaleur. Il faut donc un troisième flux, celui-là d'air frais, pour refroidir le tout. C'est cet ensemble qui est extrêmement énergivore. Un seul de ces data centers consomme en une journée autant d'électricité que 30 000 habitants. L'électricité est le carburant du réseau Internet, mais aussi son talon d'Achille. Dans les data centers, on n'a qu'une hantise, perdre les données numériques. Les serveurs des clients ne peuvent pas tomber ne serait-ce qu'une seconde, parce que les impacts sont en millions ou milliards d'euros. Quand vous allez voir un site web, vous voulez qu'il soit disponible. Si physiquement l'ordinateur ne fonctionne pas parce qu'il n'a plus d'électricité, parce qu'il n'est pas refroidi, eh bien vous n'aurez pas votre site web. Le niveau de disponibilité qui est attendu de la part des data centers est équivalent désormais à celui qu'on attend dans le milieu hospitalier ou dans le milieu du transport aérien. On ne supporte pas évidemment qu'un avion se crache, eh bien on ne supporte plus désormais qu'un data center se crache. Pour éviter le crash numérique, on multiplie tous les équipements par 2 ou par 3. Si l'un d'entre eux lâche, l'autre prend le relais. Certains appelleraient cela de la paranoïa ou du gaspillage. Ici, cela se nomme prosaïquement la redondance. Ce ne sont pas juste les disques durs qu'on va devoir sécuriser ou multiplier, c'est toute la partie distribution d'énergie, secours d'énergie, production de froid, distribution de froid. Tous ces moyens-là devront être sécurisés pour que aucun élément de la chaîne ne soit fragile. Donc ça demande beaucoup de moyens et ces moyens consomment tous de l'énergie. On fait des métiers de parano. Il faut toujours se dire que quelque chose peut arriver de manière à faire le travail nécessaire pour que ça n'arrive pas. Alors là, on arrive dans l'antre des bêtes. La redondance alourdit encore la facture énergétique. L'électricité de secours est fournie par des générateurs. Leurs moteurs de 3000 chevaux sont capables de propulser un paquebot. Ici, il y en a 10, prêts à démarrer au quart de tour. Ces immenses usines hébergent mon identité digitale. Je dois avouer que c'est un drôle de berceau pour un bébé. Un berceau numérique. J'ai désormais 30 jours et j'ai pris 1 kilo. Mon double numérique, lui, a une légère tendance à grossir un peu plus vite que moi. Si on calcule le poids numérique de Rebecca, il y a 582 mégas de photos, il y a 433, 440 mégas pour le faire part, et il y a 40 mégas de playlist musicale. Ça nous donne un peu plus d'1 giga. Ça va vite. Je pense qu'en fait ça va aller de plus en plus vite. Ça c'est ce que j'ai sauvé des multiples trucs. Donc moi, petit, tu vois, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 photos. Tu vois, c'est quand même pas la même chose, quoi. Moi, j'ai 9 photos de moi bébé et elle en a déjà 100. Là, on a déjà un rapport de 1 à 10. Le volume des données en circulation double tous les 2 ans. C'est ce qu'on appelle le big data. Aujourd'hui, en 1 minute, 100 heures de vidéos sont déposées sur YouTube.
2 millions de recherches sont effectuées sur Google. 680 000 messages sont postés sur Facebook. Rappelez-vous, 1 heure d'échange de mails consomme aujourd'hui l'équivalent de 4000 allers-retours Paris-New York en avion. Et demain, quel sera le coût énergétique d'Internet? Les octets s'emballent, et c'est en partie lié au fait que tout peut être numérisé. Tu vois, ça c'est le coffre à antiquité. Donc là, on a encore des mini-disques, des DVD en dessous et des CD, quoi. En gros, c'est ce qu'on n'a pas donné encore. C'est un peu le dernier truc dont on a du mal à se séparer. On l'a pas ouvert depuis qu'on a déménagé. C'est des vieux trucs, quoi. Mes parents ne possèdent plus de CD, mais des listes de lecture. Plus de lettres, mais des mails. Mais à force de stocker toutes ces données, leurs disques durs sont pleins. Alors, Apple, Spotify ou Google proposent d'héberger nos données dans un nouveau cyberespace. Ils l'appellent joliment le cloud, le nuage. Un nom poétique, un peu cotonneux, qui ferait presque rêver. Mais concrètement, cela signifie que nos informations sont stockées dans leur data center. Tout est soi-disant virtuel et on ne possède même plus les fichiers chez soi. Il n'y a plus besoin de posséder une immense CD-tech, DVD-tech. Ça m'apporte rien. Par contre, accéder à une immensité de musique, partout, en permanence, me rend vachement plus service. On donne des pièces ou des hangars de plus en plus grands aux utilisateurs et les utilisateurs entassent leurs affaires, mais dans des volumes exponentiels dans ces hangars, sous prétexte qu'il y a de plus en plus de place. Alors il y a de plus en plus de place et c'est gratuit. Cette gratuité donne l'illusion que derrière, c'est dématérialisé. Non, c'est pas dématérialisé, c'est matérialisé dans un data center. Des data centers qui se construisent vite et qui exigent toujours plus d'électricité. La banlieue nord de Paris. Aubervilliers, Pantin, La Courneuve, Saint-Denis. Depuis toujours, ces villes ont été le théâtre des révolutions industrielles. Elles ont accueilli les usines polluantes de verre, de métallurgie puis de chimie. L'histoire se répète. Le nord-est parisien abrite aujourd'hui la majorité des data centers construits en France. Aubervilliers est devenu la vitrine de cette révolution numérique. On a 6 data centers sur la ville. Voilà. Ce qui fait dire d'Aubervilliers que c'est la ville des data centers. Ça le fait en affichage politique. Voilà. Mais on ne les voit pas, donc ils passent complètement inaperçus. On les découvre quand on va gratter dans ces grosses boîtes pour savoir qu'est-ce qu'il y a. La ville a tout à y gagner. En 2011, les data centers ont rapporté 1,5 million d'euros de taxes professionnelles à Aubervilliers et à Saint-Denis. Ils permettent également de réhabiliter les vieilles friches industrielles à l'abandon. Là, on a l'exemple type de l'industrie de base d'Aubervilliers, tu vois, des grands entrepôts industriels et maintenant complètement vides. Oui. Et là-bas, c'est... Mais ça, c'est le grand entrepôt neuf, en fait, qui est de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Pendant près d'un siècle, cette usine de découpage de cuivre fut le fleuron de la première révolution industrielle. Elle employait des centaines d'ouvriers. Demain, les boulons seront remplacés par des données immatérielles, gérées par une dizaine d'employés seulement. On va conserver ce petit bâtiment et on va le remettre en valeur. Le reste, on va le raser. Et à la place de ça, on va construire un grand bâtiment. Moi, je porte l'ambition d'une région parisienne
en concurrence, on peut le dire, avec Londres, Tokyo, New York, Shanghai. Et aujourd'hui, les grandes métropoles mondiales, elles sont traversées par des flux immatériels, des données. C'est ça l'économie aujourd'hui des grandes métropoles. Aubervilliers se rêve en mégapole numérique comme Shanghai ou Londres. Mais le déploiement de ces usines digitales commence à peser sur le réseau électrique de la ville. On a l'équivalent de la population d'Aubervilliers en consommation électrique consommée uniquement par les data centers. Alors quand on lit ça, forcément, c'est impressionnant. Jusqu'à maintenant, ça ne nous posait pas de problème, sauf que, évidemment, l'économie numérique croissant, là, RDF commence à dire, ça commence à chauffer dans les tuyaux. Distribuer l'électricité requiert des infrastructures. Avec le développement des data centers en Île-de-France, celle de la région nécessite plusieurs millions d'euros d'investissement. Nous alimentons entre autres des data centers. En Île-de-France, nous en avons 35 à peu près. Et aujourd'hui, ces data centers consomment 200 MW, ce qui est l'équivalent d'une ville de 200 000 habitants. Quand je me projette à 3-4 ans, ces mêmes data centers devraient consommer le double à peu près. Et si on se projette dans 10 ans, 12 ans, on devrait avoir quasiment une multiplication par 5 de cette demande. Décidément, rien de virtuel derrière nos clics. Cette demande en énergie pourrait même avoir un impact sur notre planète. En France, le nucléaire alimente en électricité nos voraces data centers. Une énergie en apparence propre et peu chère. Aux États-Unis, chez les pionniers du numérique, c'est une toute autre histoire. L'Amérique héberge la majorité des data centers du monde. Là-bas a commencé une course effrénée à l'énergie. Depuis 2007, les plus grands se sont donné rendez-vous en Caroline du Nord, au milieu des champs. Voici Facebook. À quelques kilomètres, c'est Apple. Et plus loin, c'est un autre géant du web qui s'est installé, Google. À eux trois, ces data centers pompent 5% de l'électricité de la Caroline du Nord. Nous sommes à la recherche d'Internet, en Caroline du Nord. On se rapproche. Je peux presque entendre les serveurs ronfler. Gary Cook est un activiste de Greenpeace spécialisé dans le changement climatique. Mais au lieu d'observer la fonte des glaciers, Gary, lui, étudie de près la multiplication des data centers et leur impact sur l'environnement. C'est grand. C'est le meilleur point de vue sur le data center de Google. Il y a une grande partie d'Internet juste derrière nous. Nous, à Greenpeace, nous avons commencé à nous intéresser aux entreprises d'Internet parce que leurs data centers suscitent une nouvelle demande importante en énergie. Les autorités de Caroline du Nord ont tout fait pour attirer les data centers dans l'État. Ce sont de gros clients. Ils ont une demande en électricité stable, il n'y a jamais de pic, d'intermittence. Il leur faut du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et la seule façon de répondre à leurs exigences électriques, c'est de les alimenter avec des centrales nucléaires ou des centrales à charbon. Le charbon. Qui eût cru que cette vieille énergie fossile, survivance du 19e siècle, serait le carburant de nos voyages sur Internet? Que nos posts Facebook et que nos mails dégageraient une épaisse fumée noire.
Quand on te dit Internet, tu ne penses pas au charbon. Mais malheureusement, dans beaucoup d'endroits, Internet est alimenté au charbon. C'est ici que le nuage, le cloud, devient réalité et touche le sol. C'est une centrale un peu vieillotte, l'une des plus grandes de la côte Est. Cette centrale a été construite bien avant Internet, il y a 50 ans, dans les années 60. Les entreprises high-tech qui sont venues s'installer en Caroline du Nord étaient attirées par les bas prix. Mais c'est une vision à court terme. Ils n'ont pas pensé au coût réel de cette énergie et à ce que d'autres auraient à payer. Certaines études feraient état de 130 morts par an et 2000 cas d'asthme liés à cette centrale. En brûlant, le charbon dégage 50 fois plus de CO2 que les autres énergies fossiles. Ces cendres forment des dépôts toxiques qui contaminent les sols et les rivières. Le charbon est la plus grande source de réchauffement climatique des États-Unis. Ce genre de centrale, c'est ça qui accroît nos émissions de gaz à effet de serre. Avec ses 11 centrales alimentées au charbon, la Caroline du Nord est l'un des pires contributeurs au dérèglement climatique aux États-Unis. Et pourtant, c'est bien ce combustible qui attire ici les plus grandes entreprises du web. Sur la carte, l'équation apparaît très clairement. Les nombreuses centrales électriques ont fait venir les data centers dans la région. Mais les producteurs d'énergie ont besoin de matières premières, le charbon, qui plus au nord est extrait en quantité. Les montagnes Appalaches de Virginie occidentale respirent le métal rouillé et la poussière. Elles forment la seconde réserve de charbon des États-Unis. On y extrait 12% de la production américaine. L'histoire du charbon dans les Appalaches avait bien commencé. À la fin du 19e siècle, les mines et les aciéries ont fait la fortune et la fierté de cette région. Des milliers d'ouvriers y travaillaient. Ils étaient logés dans des villes au nom de leurs patrons. Je suis arrivée ici à 11 ans, en 1967. Pour un enfant, c'était l'endroit rêvé pour grandir. L'eau était de très bonne qualité, les habitants construisaient même des piscines dans les montagnes. Mais au fil des années, les galeries souterraines ont fermé. L'exploitation se fait désormais dans des mines à ciel ouvert qui emploient moins d'ouvriers. Le charbon est devenu source de désolation et de pollution pour la ville. Mon grand-père était mineur. Il travaillait dans les mines souterraines. C'était un travail difficile, mais au moins ça ne détruisait rien. Une amie m'a demandé depuis quand je n'étais pas allée sur la montagne. Ça faisait à peu près une trentaine d'années. Et elle m'a dit, tu dois absolument y aller. Une fois arrivée sur la montagne, j'ai dû demander à mon mari de partir avant que je ne vomisse. Toute la montagne avait été décapitée. Il n'y avait plus rien. Je ne comprenais pas ce qui avait pu se passer. J'étais sous le choc. Pour pallier le rendement insuffisant des mines souterraines, les explosifs ouvrent le chemin des bulldozers qui saignent le terrain en surface. App et Jim nous avaient prévenus, la montagne est attaquée par le sommet. Des balafres invisibles depuis les vallées.
un site impressionnant, il fait même un peu peur. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont d'une montagne à une autre. Ils la détruisent, on tire tout le charbon qu'ils peuvent, et après, ils passent à la suivante. Les vallées sont saccagées. Les arbres sont d'abord rasés, puis on dynamite la montagne, avant de la décapiter. Le procédé est radical. Les effets sur l'environnement aussi. Près de 500 montagnes ont été décapitées. 19 000 km de cours d'eau ensevelis. Toutes ces montagnes ont disparu à jamais. Le reste du pays a détourné les yeux de nos problèmes et de ce qui se passe ici, pour que nous puissions avoir de l'électricité. La nature est comme morte. L'extraction du combustible libère des résidus toxiques que le charbon avait emmagasinés depuis des millions d'années. Les explosifs laissent, eux, dans leur sillage, mercure, fer, aluminium, cadmium, qui contaminent les cours d'eau et tuent les poissons. Voici le prix qu'il faut payer pour une électricité pas chère. Voici la face noire de nos emails. Dix ans après la fin de l'exploitation de cette montagne, malgré les efforts des spécialistes, rien ne repousse. Ils ont eu beau mettre des engrais qui aident à faire pousser n'importe quoi, n'importe où, même sur des murs. Et ici, tout est mort. Les arbres replantés sont moribonds. Je ne pense pas que l'on puisse un jour faire repousser quoi que ce soit ici. Mais la révolution numérique continue sa progression en exigeant toujours plus d'énergie. Personne n'aime voir les montagnes décapitées comme en Virginie occidentale. Mais d'un autre côté, malheureusement, c'est le moyen le moins cher que l'on ait trouvé pour exploiter le charbon. Et de notre point de vue, ce qui compte, c'est d'avoir les prix les plus bas pour nos clients. Nos mails finiront-ils par détruire toutes les montagnes Appalaches ? Au cœur des montagnes, des étudiants américains tentent de résoudre ce dilemme. Salut les gars, je suis Nathan Jenkins de Appalachian Voices. Je suis là pour vous parler de l'exploitation du charbon. Qui utilise Google parmi vous? Vous utilisez tous Google? Qui utilise Apple? Macintosh. Une nouvelle conscience qui mêle écologie et technologie est peut-être en train d'émerger. Ce que je propose, c'est qu'on organise une journée entière de rassemblement. Il faut vraiment qu'on maintienne la pression sur l'État. Il y a d'autres façons de produire de l'électricité, des éoliennes, des panneaux solaires que l'on peut installer sur les montagnes. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de détruire les générations futures? De détruire les habitats et les rivières? Est-ce qu'Internet en vaut vraiment le coup? Moi, je peux pas rester assis, les bras croisés, et regarder les industriels faire ce que bon leur semble. Aux États-Unis, le charbon est une ressource abondante et il nous permet d'assurer notre indépendance énergétique. Pour nous, les Américains, c'est très important, l'indépendance énergétique. C'est difficile d'imaginer un futur sans charbon. Si on ne change pas notre façon de gérer et d'utiliser l'énergie, on sera pris au piège à cause du changement climatique rapide. C'est difficile d'imaginer ce qui va se passer. On le voit déjà un peu avec la fonte des glaciers, les feux de forêt, les écosystèmes dévastés, les variations extrêmes de météo. Et ça, c'est juste le début de ce qui nous attend. Ce pays a besoin d'une révolution.
maintenant. On n'y arrivera pas sans le secteur informatique. On a besoin du leadership de ces acteurs d'Internet, et pas seulement en tant que spectateurs. On veut aussi qu'ils rentrent sur le terrain, qu'ils jouent le jeu. Les nouvelles technologies consomment de l'énergie. Elles permettent aussi plus d'échanges entre les hommes et les idées. La balle est désormais dans le camp des acteurs du web. Sauront-ils mettre leur technologie au service des économies d'énergie? Leur domaine, la Silicon Valley en Californie, sur la côte pacifique, berceau des pionniers, des avant-gardistes, des inventeurs de la micro-informatique. Les geeks ont fait entrer le monde entier dans un microprocesseur. Des génies à lunettes commencent par assembler des ordinateurs dans leur garage. Puis, la première connexion entre deux machines est établie à l'université de Stanford et préfigure ce qui sera Internet. Après, tout va très vite. Google est créé en 1998, puis Facebook en 2004. Voici le campus principal de Google. Nous sommes un des acteurs d'Internet. Notre job, c'est de vous rendre la vie plus facile, donner à nos utilisateurs la meilleure information quand et où ils en ont besoin, sans qu'ils aient à trop travailler pour cela. À 3500 km de son data center dévoreur de charbon, le siège de Google ferait presque rêver les écolos. Ici, on sert uniquement de la nourriture bio, produite localement. Si nos salariés mangent sainement au travail, alors on espère que ça va devenir une habitude et qu'ils mangeront sainement aussi à la maison. On a même un programme spécial pour encourager nos salariés à acheter local. Les Googlers, comme ils s'appellent, ne travaillent pas toujours à leur bureau, mangent bio, roulent en vélo ou en voiture électrique. La Silicon Valley a changé notre façon de vivre, de travailler, de jouer. Cela a facilité nos vies. La mienne en tout cas, ça c'est sûr. Ces entreprises qui clament leurs valeurs écologiques sont-elles encore porteuses de leurs ambitions révolutionnaires? Ou bien, leurs patrons sont-ils devenus des businessmen comme tant d'autres? Tous les ans, les cadors du secteur informatique se réunissent pour discuter de leur consommation énergétique. Gary Cook s'invite bien évidemment à ce forum. Bienvenue au forum du Green Grid. L'économie numérique explose. L'idée ici, c'est de pouvoir mettre en commun nos forces pour avancer dans le domaine de l'efficacité énergétique tous ensemble. À chaque fois que vous allez sur eBay pour acheter quelque chose, vous utilisez un data center. Notre souci, c'est d'améliorer le rendement des équipements tout en réduisant la consommation énergétique. Le Green Grid rassemble les entreprises électriques, les entreprises high-tech, les agences gouvernementales, et c'est comme ça qu'on fait des progrès à pas de géant. C'est du gagnant-gagnant. Les maîtres mots sont, vous l'aurez compris, efficience, productivité, capital, rentabilité. L'écologie appliquée aux entreprises du numérique. Comment ne pas être perçu comme méchant? Comment arriver à être une entreprise responsable pour l'environnement? Ça, c'est l'équivalent poids carbone de 1000 transactions sur notre plateforme. Nous le calculerons chaque trimestre. Vous avez compris l'idée? Google, c'est du business, pas vrai? Alors quand on réduit la consommation énergétique, c'est bon pour le business et ça nous fait gagner de l'argent. Nous, on fait tourner beaucoup de data centers. On a envie qu'ils aient un bon rendement. Ça réduit nos dépenses. Ça ne suffit pas d'avoir de bons rendements. Cela revient juste à brûler du charbon plus efficacement. Ce n'est pas cela qui va nous sauver. Gary Cook profite de l'occasion pour approcher les businessmen. Il veut les convaincre d'alimenter leur data center avec des énergies renouvelables. Salut, c'est Gary Cook de Greenpeace. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les énergies renouvelables. Nous, on a construit les data centers de Google.
Il n'y avait pas beaucoup d'énergie renouvelable. Quand je suis venu ici la première fois, les gens se demandaient ce que Greenpeace venait faire là. Mais maintenant, ils ont compris. Moi, ce que je voudrais voir, c'est moins de blabla et plus d'action. Il y a un an, Gary a lancé un pavé dans la mare sous la forme d'un rapport classant les entreprises en fonction de leur utilisation des énergies fossiles. C'était la première fois que quelqu'un dévoilait la face cachée d'Internet et mettait les grands acteurs du web face à leurs responsabilités. Le plus mauvais élève, c'est évidemment l'une des plus grosses entreprises, comme d'habitude. C'est Amazon. Vous connaissez tous leurs magasins en ligne, mais ils sont aussi de très gros hébergeurs du cloud. Les puissants acteurs du web, ces grands enfants, ne sont pas tous du côté obscur de la force. Ces businessmen pourraient-ils reprendre le chemin d'une nouvelle révolution? Les entreprises high-tech ont toujours été révolutionnaires. Nous, ce qu'on leur demande, c'est d'appliquer leur esprit perturbateur et innovant au secteur énergétique. La provocation de Gary a fonctionné. Piqués au vif, les dieux du web ont réagi. La course au renouvelable est en marche. Google, le premier dégaine. Il construit un data center écolo en Finlande pour profiter de l'énergie hydraulique et de la température glaciale comme climatiseur naturel. Apple, lui, s'est attelé à la tâche de façon plus ostentatoire. Accolé à son data center en Caroline du Nord, il a construit la plus grosse ferme solaire du pays. Vue du ciel, c'est impressionnant. Au sol, Gary est un peu plus circonspect. Le problème, c'est que l'énergie solaire ne marche que quand il y a du soleil. Et en plus, même avec du soleil, cette ferme solaire ne couvre pas tous les besoins du data center. C'est un gros data center qui a besoin de beaucoup de puissance et d'énergie. Apple se heurte de plein fouet à la problématique majeure des énergies renouvelables. L'intermittence. Quand le soleil ne brille pas, il n'y a plus de production d'énergie. Quand il fait beau, il y en a en quantité, mais malheureusement la technologie actuelle ne permet pas de la stocker. Apple en est réduit à revendre une énergie solaire qu'il produit, mais sur laquelle il ne peut pas compter. C'est un bon début. Mais moi, ce que je voudrais, c'est les voir changer le système. Coincés dans leur vieux modèle énergétique, les acteurs du web n'ont pas encore vu la solution. Pourtant, c'est bien d'Internet lui-même que pourrait venir le miracle. Mais Internet, vu autrement, comme un moyen de mettre en réseau non seulement les hommes et les données, mais aussi l'énergie. C'est l'idée révolutionnaire d'un économiste américain, Jeremy Rifkin. Steve Jobs, la Silicon Valley et les fondateurs d'Internet ont créé avec Internet un réseau d'information collaboratif et décentralisé. Le problème, c'est que ces révolutionnaires de la communication se sont arrêtés après avoir créé le réseau. Ils n'ont pas compris ce que signifiait réellement Internet. Internet, ce n'est pas que de l'information qu'on partage. On peut aussi l'utiliser pour partager de l'énergie. Et si on fait ça, on crée une société nouvelle. La société dont rêve Jeremy Rifkin nécessite deux révolutions. Celle de la communication, nous sommes en plein dedans, et celle de l'énergie, encore incomplète. Et si la solution était déjà à l'œuvre ailleurs? Dans un petit village gaulois, par exemple. Montdidier, dans la Somme, 6500 habitants. Il y a 10 ans, la maire, Catherine Quignon-le-Tyran, fait le pari un peu fou de rendre sa commune autonome en énergie. Nous sommes des révolutionnaires pacifiques qui finalement œuvront pour le monde de demain. Elle fait construire une ferme de panneaux solaires et aussi 4 éoliennes. Chacune porte le nom d'un enfant de la ville. Mais comme Apple, elle se heurte aux caprices des énergies renouvelables, la fameuse intermittence. En plein jour, les installations fournissent trop, la nuit, pas assez. Et au final, la moitié seulement des besoins en énergie de la ville est couverte.
Combien on produit 3,2, mais on ne doit pas produire. Il n'y a pas beaucoup de vent. Parce que voilà, on est zéro. Il n'y a pas assez de vent. Pour atteindre l'autonomie, on peut demander aux habitants de consommer moins ou bien de consommer mieux, au moment où l'énergie est produite, par exemple. La maire a convoqué des experts pour plancher sur cette idée. Il va falloir qu'il y ait une véritable appropriation par les citoyens de Montdidier de la question énergétique. La préoccupation majeure, ça va être d'aller au cœur des besoins des citoyens et de la traduire en solutions qui soient réellement intelligentes. On ne veut pas d'une solution technocratique. Nos habitants, je pense, pour la première fois, commencent à se dire ça vaut la peine qu'on essaye et qu'on contribue à l'effort. Il faudrait que les consommateurs soient informés des aléas énergétiques et donc connectés par Internet aux moyens de production de la ville. Bonjour Madame la maire. Bonjour Monsieur Corona. Bonjour. Bonjour Monsieur. Dans un premier temps, un compteur électrique individuel et intelligent va collecter les données énergétiques de chaque habitant pour étudier l'écart entre la consommation individuelle et la fourniture d'énergie par la ville. Dans un deuxième temps, le boîtier pilotera les appareils domestiques en fonction de l'offre énergétique. On peut imaginer qu'arrivera sur le smartphone, hop, je suis en pic de production, je produis beaucoup. Si vous avez une voiture électrique, branchez-la, parce que c'est intéressant, vous aurez un prix compétitif à ce moment-là. Ce petit boîtier est la première pierre d'un réseau intelligent de l'énergie. Grâce à lui, demain, chacun pourra être indépendant et solidaire. Aujourd'hui, notre électricité est produite dans une centrale, puis distribuée dans chaque maison, un système pyramidal, sans communication entre les utilisateurs. Avec les énergies renouvelables, chacun peut devenir son propre producteur d'électricité. Mais il n'y a pas de communication entre les maisons. Rappelez-vous, le réseau Internet fonctionne, lui, sur un modèle en étoile. Les ordinateurs s'échangent les informations entre eux. Il suffit d'appliquer ce modèle collaboratif à l'énergie pour que chacun devienne tour à tour consommateur ou fournisseur d'électricité. Les rôles sont partagés sur Internet. Les ressources énergétiques sont mises en commun. C'est la révolution prônée par Jérémy Rivkin. La convergence entre les nouveaux moyens de communication et les énergies renouvelables change complètement la donne. C'est une révolution qui va bouleverser l'économie, la culture, la politique et même les relations de pouvoir. Jérémy Rivkin est un homme de réseau. Il parcourt la planète pour glisser sa vision à l'oreille des grands dirigeants. Je passe maintenant la parole à Jérémy Rivkin. La Chine, l'Union européenne, l'Italie et maintenant la région Nord-Pas-de-Calais ont inscrit la 3e révolution industrielle sur leur agenda. Ce nouveau souffle permettrait de répondre à la crise climatique et économique en conciliant progrès, écologie et capitalisme. Nous avons besoin d'une vision économique pour le monde. On va mettre ça en place à Lille et montrer au monde qu'on peut le faire, qu'on peut passer à la 3e révolution industrielle. La 3e révolution industrielle a pour ambition de créer une société collaborative et solidaire. Ce système décentralisé pourrait aussi s'appliquer aux data centers, les usines d'Internet. Imaginez par exemple une portion de data center répartie au sein de votre immeuble. Alors, dehors il fait 12 degrés aujourd'hui. Ici à l'intérieur de l'appartement il fait 22 degrés. Ça grâce à ces machines-là. Voilà, bienvenue dans le monde du radiateur numérique. Beaucoup de gens ont constaté qu'un ordinateur ça chauffe. Il y a plein de gens dans leur chambre qui se sont dit bah tiens en fait je me chauffe avec mes ordinateurs. Et puis en fait ce que je me suis dit il y a assez longtemps en fait à l'époque où je travaillais dans l'informatique bancaire, en fait on peut en faire des radiateurs électriques à condition de trouver une solution technique intéressante pour le faire. Les serveurs ne sont plus empilés les uns sur les autres
dans un gros data center qu'il faut refroidir. Jaune. Un jaune. Tu me le donnes? Ici, ils sont laissés à l'air libre. Ils sont ainsi transformés en une multitude de petits radiateurs individuels qui répandent utilement leur chaleur. Start-up, entreprises, régions, toutes construisent le monde de demain. Mais cette révolution n'appartient pas qu'aux puissants. Chacun peut aussi agir à son propre niveau. C'est ça? Ah, comme ça? Toi aussi, tu te manges la main comme ça? Tiens, mange un peu des pâtes, toi. Et si on donnait une petite leçon d'écologie numérique à mes parents? Bonjour Clotilde. Bonjour. Frédéric Bordage est un expert en informatique verte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par brancher l'intégralité des équipements. Celui-là est déjà branché, c'est bien. Voilà, c'est un peu emmêlé tout ça. On va brancher celui-là. Qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie? C'est envoyer un mail ou un SMS? Un mail. Un mail? Ah oui, évidemment. Ah. Un SMS, c'est quelques octets, alors qu'un email, ça va être quelques dizaines d'octets, donc ça va être 100 fois plus lourd en fait. Chaque email qu'on reçoit est stocké le temps qu'on le conserve en fait. Donc si j'ai ouvert un compte sur un webmail X ou Y il y a 10 ans, ça fait 10 ans qu'on stocke inutilement cet email, donc on alimente en électricité des disques durs qui permettent de le stocker. Équivalent à de la consommation de villes de 200 000 habitants qui sont alimentées tous les ans pour rien. Juste pour stocker des emails auxquels on n'accédera plus jamais en fait. Un clic, poubelle, et c'est peut-être un data center qui ferme. Chacun, à titre individuel, évidemment, ça va être quelques millièmes de quelque chose, c'est infinitésimal. Mais on oublie toujours qu'on est 2 milliards et qu'à partir du moment où 2 milliards de personnes changent un tout petit peu leurs habitudes, ça a tout de suite des impacts qui se comptent en gigawattheures par an et c'est des centrales nucléaires qu'on ferme. Petit lapin est tout excité. Et celui qui est bleu, avec son petit costume bleu. Il est où? Celui qui crie. Ouais, exactement. Maman, elle n'est pas contente du tout. Ce n'est pas juste, pense petit lapin. Elle ne pense qu'à ses... Demain, ma vie numérique sera-t-elle stockée dans des radiateurs connectés? Se nourrira-t-elle encore de charbon? Aura-t-on trouvé une solution pour alimenter les data centers avec les énergies renouvelables? Le monde dans lequel je vais grandir est en mouvement. Une chose est certaine, cette révolution ne se fera pas sans moi.